Histoire de Marseille, c'est le podcast qui parle des petites histoires comme de la grande histoire de Marseille. Parmi les curiosités de Marseille, on peut indéniablement compter sur la cité radieuse Le Corbusier. Nous sommes à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, il faut reloger les mal logés ou sans logis, notamment suite à la destruction du quartier ancien du Vieux-Port rasé par les Allemands en 1943. On donne le feu vert à l'architecte Le Corbusier pour construire son immeuble qui est plus qu'un immeuble, une unité d'habitation véritable ville dans la ville. Pourtant, sa construction n'a pas été sans souci. Le Conseil supérieur de l'hygiène veut le classer en taudis avant même qu'il ne sorte de terre. En cause le fait que le plafond de la chambre à coucher et de la cuisine soit fixé à 2,26 m. Or, on considère qu'en dessous de 2,50 m, il faut classer les bâtiments dans la catégorie taudis. Heureusement, ça ne sera pas le cas. Ensuite, c'est la Société pour l'esthétique générale de la France qui intente un procès sur le fond et la forme. Cette société base son action sur le fait qu'un immeuble a été bâti en contravention de l'ordonnance du 27 octobre 1945, sans le permis de construire, et réclame 20 millions de francs de dommages et intérêts. Le 14 décembre 1952, la 7e chambre du tribunal correctionnel déboute la SEGF. Dans ses attendus, le tribunal constate que l'autorisation de construction, bien que tardivement délivrée, a bien été remise à l'architecte. Le tribunal souligne que la notion d'esthétique est changeante, variable, trop vague et trop controversée. Ouf, le projet peut perdurer. Et quel projet ? 17 étages et 330 appartements, 45 000 tonnes sur 36 pilotis. Pour Le Corbusier, les gratte-ciels sont hideux, véritables prisons. Ils étouffent leurs habitants privés d'air et de soleil. Pourquoi ne pas construire la cité-jardin verticale de fer et de verre qui serait largement ouverte au soleil ? Au final, ce sont 34 pilotis de 8 mètres de haut qui supportent un bâtiment paquebot de 56 mètres de haut. Les appartements sont de 23 types, classés de A à H. Le module de base A mesure 15 mètres 50 carrés. Le module B est composé de 2 modules A, jusqu'au plus grand, le type H, de 203 mètres carrés. C'est du logement social grand luxe pour l'époque. Cuisine équipée par l'architecte Charlotte Pierran, avec frigidaire, vide-ordure et système d'aération, salle de bain et WC, armoire en penderie dans chaque chambre, et un escalier de tôle et de bois conçu par Jean Prouvé pour chaque duplex, et une grande baie vitrée qui fait la largeur et la hauteur de la pièce. En plus de ces appartements, l'idée c'est de placer au 8e étage des magasins. L'habitant doit disposer de tout sur place. Et sur le toit terrasse, une piscine, une piste de bois, un gymnase, même une crèche et une maternelle. Un signe qui ne trompe pas sur le fonctionnement de cette cité radieuse, les couloirs sont nommés rues. Le jour de l'inauguration, Eugène Claudius Petit, ministre de la Reconstruction et de l'Urbanisme, souligne la portée sociale de l'unité d'habitation proposée aux Marseillais. Tout reste encore à faire, le problème de l'habitat conditionne le progrès social, la maison claire fait reculer l'alcoolisme, la misère, la mortalité, la hideur physique et morale, elle favorise toute ascension vers le mieux vivre. La question sociale est d'affaire d'air, de lumière, de confort autant que de pain. Trop de crédits vont aux œuvres de mort, il faut abaisser le prix de la construction. Bâtir sans trêve pour créer des logis, remplacer les nids de misère et de maladie, renouveler la richesse immobilière qui périclite, faire circuler un sang pur dans un corps rajeuni, voilà la tâche du pays. De nos jours, la cité reste ouverte sur l'extérieur, il est possible de déambuler à l'étage des commerces, il ne reste plus grand-chose en activité, essentiellement le restaurant-hôtel. À noter que cet hôtel est né du fait que Le Corbusier avait pour idée de créer des chambres d'amis collectives. Comme il était difficile de placer des chambres d'amis dans des appartements où chaque centimètre carré sont comptés, et qu'on utilise rarement en permanence une chambre d'amis, il a l'idée de faire ces chambres collectives que les ménages se partageraient à l'occasion. Mais la gestion collective s'avère compliquée, ce qui a découlé sur la création de l'hôtel. Il est également possible de monter sur le toit, ne serait-ce que pour admirer une des plus belles vues de la ville. Je vous propose de voir comment la presse de l'époque a abordé ce sujet, notamment dans le journal Ce Soir du 26 juillet 1952. Le titre est « Voici la cité radieuse de Marseille » de J.R. Laplaine. La cité radieuse de Marseille est, depuis le premier jour de sa construction, l'objet des plus violentes controverses. On est pour ou contre, il n'est guère d'indifférent. Certes, les difficultés de la vie quotidienne y seront réduites au minimum, les femmes notamment s'y verront libérées des tâches ancestrales et astreignantes, mais d'autre part, le fait même de la qualité sociale,
obligatoirement fortuné, de ceux qui y vivront, créera dans cet immeuble conçu selon les thèses de Le Corbusier des questions complexes. La vie de la cité radieuse nécessitera une certaine conscience collective. Cette collectivité, les habitants aisés de la cité radieuse, seront-ils capables de la créer? Et s'ils le sont, de quelle nature sera-t-elle? En somme, une belle expérience est critiquable, comme toutes les audaces, mais qui, indubitablement, apporte quelque chose. Et si M. Biou n'avait été ministre de la Reconstruction et M. Christoffel, maire de Marseille, ce quelque chose n'aurait pu être tenté. Boudant-la-Mer, le boulevard Michelet, et, à Marseille, glisse paresseusement vers les collines de Mazargues. Sur plusieurs kilomètres, les platanes lui font la haie, jetant leur ombre comme un filet sur le goudron. C'est ici justement que Le Corbusier, à contrevents et marées, fait jaillir du sol 45 000 tonnes de lumière. Et oui, ce cube de soleil lancé dans l'espace, c'est bien la cité radieuse, 36 pilotis la tiennent à 7 mètres au-dessus du sol. Cette fantastique boîte de pastel vous heurte dès l'abord par son exposition en lame de rasoir et par les couleurs vives et multiples qui tapissent à l'intérieur des spacieuses loggias. Pourquoi ce vert, ce rouge, ce jaune, ce bleu? Pour rompre l'uniformité, répond Le Corbusier, qui estime que la pire des choses, c'est l'habitude et qu'il faut la combattre. Les enfants sont sur le toit. Nous voici maintenant dans un ascenseur habillé de rouge. Cet ascenseur, le plus moderne d'Europe, paraît-il, grimpe à une vitesse de 2,50 m par seconde pour atteindre le ciel. Le ciel est atteint en l'espèce d'une immense terrasse-jardin coiffant l'immeuble. Cette cage de verre qui la domine, pareille à un poste de commandement sur un navire, c'est le solarium pour enfants. La terrasse, Le Corbusier a voulu avant tout qu'elle soit le domaine de l'enfance. Rien n'y manque. Piscine, jeux, sable, piste de 300 mètres, montagne artificielle, parterre fleuri. Sur cet écran de pierre, la nature projette ses paysages méditerranéens. La mer saupoudrée de voiles blanches, le château d'If, Notre-Dame de la Garde, un chapelet de calanques ensoleillées. Et au pied de cette gigantesque machine à habiter, un parc majestueux continue, en déroulant ses gammes de verdure, le festival. Le site à 56 mètres du sol. Le toit jardin décèle d'autres merveilles, un gymnase avec vestiaire et douche. À l'une des extrémités, un théâtre de plusieurs centaines de places, Jean Villard et le TNP seront les premiers hôtes de cette scène. Le CID, joué à 56 mètres du sol, voilà qui est nouveau. Arrachons-nous à ce décor où la nature et l'intelligence de l'homme se sont confondues, pour pénétrer au cœur du labyrinthe. Des couloirs en pente douce, aux parois dépouillées, vous y conduisent. Au passage, environ l'école maternelle et le restaurant de plein ciel, ainsi conçu pour stimuler les appétits sans doute. Une nouvelle descente et apparaît devant nous un tunnel de 126 mètres de long. Nous sommes au 16e niveau et dans la plus haute rue de la ville, la 7e, le tunnel rampe d'une porte à l'autre, peintes chacune différemment. Que demandez-vous, madame? Le monsieur de la porte rouge. Ce dialogue, nous pourrons bientôt l'entendre. Près de chaque porte se trouve un large coffre qui contient à la fois le compteur électrique, une ouverture permettant de glisser un bloc de glace qui prend directement place dans la glacière et un casier de livraison. Le laitier ne sonnera plus à 5 heures. Une bouteille dans un casier. Ici, tous les appartements ont donc pignon sur rue. Imbriqués les uns dans les autres, ils connaissent pourtant un isolement parfait. Des boîtes de plomb interceptent les vibrations. Chacun d'eux est une bouteille posée sur un casier, a dit quelqu'un. Au nombre de 321, ils regrouperont 1500 personnes. 3 éléments types ont présidé à la division de ces logements. Le premier comporte l'entrée, la cuisine et la salle commune. Le deuxième, la chambre des parents et la salle de bain. Le troisième, la double chambre d'enfants, la douche et la lingerie. La plupart de ces appartements, qui comprennent 2 étages, reliés par un escalier, ont été conçus de manière qu'ils donnent sur les 2 façades principales, c'est-à-dire que la mer et la montagne sont comme un tableau dans l'encadrement des logis. Dans ce puzzle de pièces où est la cuisine, il n'y en a pas, ou plutôt elle n'est qu'un dispositif de la salle commune où est prévue l'évacuation automatique des odeurs culinaires. Rien ne manque d'ailleurs à ce laboratoire ménager. Cuisinière électrique, frigidaire ou glacière, vide ordures, bloc d'eau, casiers multiples. Chaque loggia est muni d'un brise-soleil. La lumière seule peut s'engouffrer en avalanche. Dans mon unité, soutient Le Corbusier, la cuisinière n'aura pas besoin de lunettes pour écrire des lettres d'amour. Et si la lumière peut être réglée, la température peut l'être aussi. Par des bouches imperceptibles, l'air conditionné, chaud en hiver, frais en été, permet d'obtenir la température que réclame la saison.
La rue du commerce. Puisque nous parlons de température, reprenons l'ascenseur thermomètre pour découvrir au 8e niveau le centre commercial de la cité. Les habitants n'auront pas moins de 28 services communs à leur disposition, de l'épicerie à la librairie, du bureau de poste à la pharmacie, de l'infirmerie dispensaire au garage, sans oublier l'hôtel riche de 18 chambres d'amis. On imagine l'équipage qu'il sera nécessaire de recruter pour l'entretien de la machine à habiter. Ainsi donc, avec Le Corbusier, adieu à la petite maison dont rêve chaque Français. J'installe dans le logis, dit-il, au cœur du binôme, individuel puis collectif, et la liberté individuelle étant assurée par le logis, j'organise tout ce que le collectif peut apporter. Dans tous les pays du monde, à la cité verticale, c'est un fait à soulever le plus vive polémique. Les plus opposés aussi. On a tout dit sur elle, le meilleur et le pire. On est venu la voir de tous les coins du monde. Lorsque M. François Billoux, alors ministre de la Reconstruction, donna à Le Corbusier les moyens de réaliser son projet, il y avait déjà des années que l'architecte avait ses plans dans sa serviette. L'expérience était à tenter, une expérience de 1700 millions. Voilà qui est cher, s'écrient certains. Sans doute, mais il faut considérer que si l'on est arrivé à un tel prix de revient, le ministre Claudius Petit en est seul responsable. À l'origine, les évaluations étaient de l'ordre de 350 millions de francs. En 5 ans, les hausses de prix et les modifications de directives données sont les causes du résultat. Des difficultés créées par les règlements sanitaires et la délivrance d'un permis de construire, l'immeuble en avait été exempté étant donné son caractère expérimental, ont considérablement retardé les travaux. Enfin, dans le prix de revient, il faut tenir compte de toutes les combinaisons, de toutes les transactions qui sont entrées en jeu. Certains marchés, passés après 1947, furent douteux. C'est ainsi que les soumissions d'une entreprise de Valence furent établies dans des conditions telles que l'égalité des concurrents n'était pas respectée. Nombreux furent les marchés passés pour la construction et qui donnèrent lieu à des troubles opérations. N'est-il pas vrai que dans un marché d'ascenseurs, la préférence fut donnée à une entreprise liée à des intérêts étrangers, autre qu'à la moins-disante? Un des arguments des détracteurs de Le Corbusier est de souligner qu'avec près de 2 milliards, on aurait pu construire X immeubles de type courant. On peut en douter. Y a-t-il en France des vastes travaux de construction engagés par le gouvernement? Les sommes affrétées à l'immeuble Corbusier ont tout simplement évité de rejoindre toutes celles bloquées sur le budget de la guerre. Dans quelques jours, la cité radieuse prendra place dans la vie quotidienne du grand port français. Cette expérience est loin de pouvoir résoudre une crise de plus en plus dramatique. Elle ne peut être, hélas, dans les conditions politiques actuelles, qu'une exception. C'est par milliers que les constructions doivent jaillir de terre. La chose est possible, il suffit de faire triompher la vie et la raison.